Bonjour et bienvenue dans cette leçon étude spectrale d'un signal périodique. Alors ça, c'est une leçon qui forme un élément parmi d'autres dans ce groupe, dans ce module, pardon, outils mathématiques du traitement d'un signal. Si vous n'avez pas vu l'introduction de ce module-là, je vous invite à la voir et vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Bon, alors, dans cette leçon, donc, on va voir les coefficients de Fourier d'un signal périodique. Ils sont à la base de la décomposition en série de Fourier d'un signal. Une fois on a notre série de Fourier, on est intéressé par sa convergence. C'est le théorème de Dirichlet qui nous donne des conditions suffisantes pour sa convergence. Enfin, le théorème de Parseval, c'est une interprétation énergétique du théorème de Dirichlet. Il dit en particulier que l'énergie moyenne de notre signal, c'est tout simplement la somme des énergies de chaque harmonique qui compose notre signal. Tout ça, on va le voir en détail tout à l'heure. Bon, alors, c'est quoi un signal? Un signal, on peut toujours donc le voir comme une certaine information portée par un support physique ou autre et qui est émise d'une certaine source qu'on appelle source émettrice et captée par une destination réceptrice. On est toujours intéressé par une certaine grandeur contenue dans le signal et cette grandeur-là, donc on la mesure ou bien on l'analyse par un certain appareil adéquat et qui est donc spécifique au signal étudié. Par exemple, si on est intéressé par un signal porté par une tension, bon, alors donc généralement on utilise donc un voltmètre, bien, etc., etc. Et la même chose par exemple pour l'intensité de courant, si jamais on est intéressé par un signal lumineux, il y a donc des appareils spécifiques pour mesurer les grandeurs qui nous intéressent. Bon, alors dans notre cours, en fait, on va toujours donc modéliser un signal par une fonction x de t, où t généralement prend la signification du temps, c'est-à-dire ici, donc t va appartenir à un certain intervalle i dans R, et pour cela, on appelle ces signaux-là des signaux continus. Bon, plus précisément dans ce cours-là, on va donc se restreindre surtout aux signaux dits périodiques pour lesquels on peut trouver un t strictement positif qui vérifie x de petit t plus grand t égale à x de petit t, quel que soit t appartenant à R. Généralement, on prend le grand t, le plus petit strictement positif qui vérifie cette égalité-là et on appelle la période de notre signal. Bon, alors, si jamais on est devant un graphe, comment savoir si notre signal est périodique et si c'est le cas, comment calculer ça paraît. Alors, je pars donc dans ce graphe-là de ce tracé et vous voyez bien que dans ce tracé-là, je peux récupérer un certain motif qui se répète. Par exemple, dans notre cas, ce motif se répète 3 fois. Pour calculer la période, c'est autre que la mesure, bien la largeur en temps du rectangle bleu tracé. Voilà, donc c'est un signal périodique de période comptée. Alors, comme on va le voir tout à l'heure, du même ordre d'importance que la période, il y a la notion de fréquence qui est généralement notée petit f et calculée par petit f égale à 1 sur grand T. Elle mesure en fait le nombre de fois que notre signal se répète dans un laps de temps égal à une seconde. Voilà, maintenant pour les coefficients de Fourier, donc on va partir d'un signal périodique, oméga, on va l'utiliser tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la pulsation, et comme je viens de le dire, on a la fréquence égale à 1 sur t, ou bien parfois on l'appelle, c'est la fréquence fondamentale. Bon, alors les coefficients de Fourier sont de deux types, il y a le coefficient de Fourier complexe ou bien exponentiel, on va voir tout à l'heure d'autres coefficients qui s'appellent coefficients trigonométriques. Pour les coefficients complexes, ils sont donnés par Cn égale à 1 sur t, l'intégrale entre 0 à t exponentielle moins in oméga t dt. Alors là, il faut bien faire attention au signe moins dans l'exponentielle à l'intérieur de l'intégrale et que petit n ici peut prendre des valeurs positives comme il peut prendre des valeurs négatives. Et donc les coefficients trigonométriques sont les an et les bn dans le cas où x est à valeur réelle. Alors on va voir tout à l'heure qu'il y a une certaine relation entre le an, bn et cn et qu'on va expliciter. Alors, une fois on a les coefficients de Fourier, on peut former la série de Fourier. Alors, la série de Fourier n'est autre que la série sigma Cn exponentielle in oméga t, ou bien encore c'est A0 sur 2 plus la somme an cosinus plus bn sinus n oméga t. Alors là, il faut bien faire attention, dans l'exponentielle au-dessus, là, il n'y a pas le moins, donc c'est exponentielle in oméga t.
En fait, ces deux séries-là sont égales, c'est-à-dire la série exponentielle, bien la forme exponentielle, la forme trigonométrique, ils coïncident parce que là, on a une certaine relation qui lie les Cn, les An et les Bn. Alors, là, donc, voilà la relation, la fameuse relation Cn égale à An moins IBN sur 2 pour tout n appartenant à n. Si on calcule C moins n, on va trouver tout simplement C moins n égale à Cn bar par cette relation-là. Bon, une autre relation qui est très importante, qui dit que la limite des Cn égale la limite des An égale la limite des Bn égale à 0. Ça, c'est très important, surtout pour le filtrage de notre signal. Alors, si jamais le An et les Bn tendent bien sûr vers 0, donc là, ça veut dire qu'on peut considérer que An et Bn sont négligeables à partir d'un certain rang, donc il est considéré comme étant en fait nul. Et donc, dans ce cas-là, notre série de Fourier va se composer en fait d'un nombre fini de termes. Alors en fait là on va pousser le n jusqu'à un certain rang qui va nous donner un ordre de précision satisfaisant pour nos calculs. Une autre petite relation, une petite propriété qui est encore intéressante, c'est lorsque x présente une certaine parité. Si jamais par exemple x est pair, on a les bn qui sont égales à 0 et le an qui se simplifie. Donc ici vous avez l'intégrale, c'est l'intégrale entre 0 à t sur 2. Et tout à l'heure, c'était l'intégrale entre 0 à t. Et il y a encore le 2 qui sort de l'intégration, donc ça fait 4 sur t. La même chose pour le bn. Voilà donc, maintenant pour la convergence de la série, il y a le théorème de Dirichlet. Alors le théorème de Dirichlet dit la chose suivante. Si vous avez un signal qui était périodique, et qui est C1 par morceau, donc ça veut dire tout simplement, sur chaque segment, je peux le subdiviser, et la restriction à chaque sous-morceau, mon signal, elle est de classe C1 sur l'ouvert. Alors là, pour tout t appartenant à R, on a donc x de t plus x de t moins sur 2, c'est égal à A0 sur 2 plus la somme des AN cosinus n oméga t plus Bn sinus n oméga t, que je peux encore écrire, c'est la somme entre moins l'infini et plus l'infini, c'est n exponentielle et n oméga t. Alors, en d'autres termes, le théorème de Dirichlet nous dit que la série de Fourier converge ponctuellement, c'est-à-dire pour chaque t, il converge, et que sa somme, c'est pas x de t, mais c'est x de t plus x de t moins sur 2. Parfois, cette forme-là, on l'appelle, c'est la régularisée du signal x. Bon, en particulier, si x est continu, alors on voit bien que x de t plus égale à x de t moins égale à x de t, et donc la série de Fourier va converger tout simplement vers x. Bon, x de t plus, comme c'est connu, c'est la limite à droite au point t, et x de t moins, c'est la limite à gauche au point t du signal x. Voilà donc pour avoir une vue un peu concrète du théorème de Dirichlet. Donc là, je vais essayer de simuler pour un signal bien particulier, à savoir ici, c'est un signal carré. Alors je prends donc un signal carré ici, qui prend donc là les valeurs 1 et moins 1 d'une manière périodique. Donc ici, vous voyez bien, c'est un signal périodique de période égale à 1. Par exemple, regardez la partie entre 0 et 1 qui se répète. Donc entre 0 et 0,5, c'est égal à 1, et entre 0,5 et 1, c'est égal à moins 1. En particulier, donc, c'est un signal qui est impair, donc on s'attend à ce que les AN vont être égales à 0, et donc les BN se simplifient. Bon, alors là, le théorème de Dirichlet nous dit tout simplement que la série de Fourier, dans ce cas-là, puisque c'est C1 par morceau, vous voyez bien, entre 0 et 0,5, c'est constant, donc c'est C1, et entre 0,5 et 1, c'est constant, donc c'est encore C1. Donc, d'après le théorème de Dirichlet, on s'attend à ce que la série de Fourier converge. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Tout simplement, donc, on va former les sons partiels de la série de Fourier. Ici, je prends la série trigonométrique. Donc, plus n devient grand, plus on s'attend à ce que le graphe de Sn va tout simplement coïncider avec le graphe d'un autre signal carré. Alors, par exemple, si je prends n égale à 5, vous voyez bien le graphe en bleu qui représente le Sn va donc tout simplement approcher le graphe en rouge qui représente notre signal carré. Si je prends davantage n égale à 20, vous voyez bien que notre graphe de Sn vient coïncider encore davantage avec le graphe du signal carré. Voilà donc pour une simulation du théorème de Dirichlet. Maintenant, le théorème de Parseval. Comme je l'avais dit au début, le théorème de Parseval, on peut le voir comme étant la version énergétique du théorème de Dirichlet. Alors, plus précisément, donc on a le x qui est contenu par morceau et t périodique.
Le théorème de Parseval vous dit que la série des modules de Cn converge. Sin carré par module sin carré converge, et on a donc. Alors là, en fait, si vous calculez l'énergie de chaque harmonique, c'est-à-dire Cn exponentielle n, etc., vous allez trouver égal à t. Donc là, en fait, si vous multipliez par t les deux côtés, ça veut dire tout simplement que la somme des énergies des harmoniques égale à l'énergie de notre signal ici sur une période. Ou encore, donc, on peut exprimer la même égalité, mais en utilisant les coefficients trigonométriques. Voilà donc pour la partie, si vous voulez, court. Maintenant, on va passer à certains exemples, bien certains exercices d'application. Bon, je commence ici par un exemple simple. On vous donne un signal impair de pi périodique tel que f de x égale à 1 si x appartient à 0 pi. Et on vous demande donc de donner le développement en série de Fourier. C'est-à-dire, on vous demande de calculer les AN, les BN, et dire qu'est-ce qu'il fait la série de Fourier. Et écrire la somme de sa série de Fourier dans le cas de convergence. Bon, alors, là, donc, je vais commencer par un petit tracé. C'est très utile pour voir est-ce que notre signal est continu par morceau, c'est un par morceau, ou est-ce qu'il y a le point de discontinuité. C'est vraiment utile parfois, donc, de faire un petit tracé d'une manière un peu sommaire et rapide pour voir de quoi il s'agit pour notre signal. Alors, dans notre cas, donc, ici, on voit bien que c'est bien C1 par morceau. Entre moins pi 0 et les bien C1, bon, je parle bien sûr de l'ouvert moins pi 0 et les bien C1. Et entre 0 pi ouvert, c'est égal à 1, donc c'est C1. Du moment que notre signal est de pi périodique, donc voilà, ça c'est un intervalle de longueur de pi. Et on peut dire alors que notre signal, il est de pi périodique. Bon, alors, il est de pi périodique et c'est 1 par morceau. Donc, d'après Dirichlet, en fait, on a la convergence de la série de Fourier, la convergence ponctuelle. Du moment que le signal, il est impair, donc les AN égale à 0 et les BN avec un petit calcul, ça donne cette expression-là. Particulier, B2N égale à 0 et B2N plus 1 égale à 0. Voilà, donc on a bien la convergence vers la régularisée de F qui donne ceci par le théorème de Dirichlet. Bien sûr, on pourrait prendre des x, des valeurs spéciales de x et regarder qu'est-ce que ça donne. Bon, alors ceci, on va le voir surtout avec cet exercice-là. Alors là, on donne encore f un signal de pi périodique tel que f de t égale à t si t appartient à moins pi pi. On vous demande d'étudier la convergence de la série de Fourier et déduire les sommes de séries données ici. Voilà, alors ici, je ne vais pas faire de tracé, mais donc je vous laisse le faire. On peut donc remarquer que notre signal est laissé 1 par morceau et impair, et donc les AN égale à 0, et les BN, on peut les calculer. Donc vous trouverez cette expression-là. En particulier, si je me restreins à moins pi pi ici, donc c'est un intervalle de continuité, et donc la régularisée de f coïncide avec f. Voilà pour le théorème de Dirichlet. Maintenant, la première somme, il suffit de prendre donc ici t égale à pi sur 2, vous remplacez t par pi sur 2, c'est un point de continuité, c'est-à-dire f de pi sur 2 égale à pi sur 2, et vous pouvez remarquer que sinus de n pi sur 2 égale à 0, et que sinus de n plus 1 pi sur 2 égale à moins n puissance n. Vous faites votre calcul, donc vous trouverez que la somme égale à pi sur 4. Maintenant, pour la deuxième question, là, on remarque que ce que nous demande, c'est de l'ordre de 1 sur n carré, alors que les coefficients qu'on avait, c'est de l'ordre de 1 sur n. Donc là, il faut bien penser à Parseval, parce que c'est Parseval qui est dans les carrés des coefficients. Donc, vous utilisez Parseval, et vous allez trouver cette relation-là, c'est-à-dire 1 demi de la somme de 4 sur n carré égale à 1 sur pi, etc. Vous faites votre petit calcul, et vous trouverez donc que la somme demandée n'est autre que pi carré sur 6. Voilà pour cette leçon-là. Je vous remercie pour votre attention et j'espère bien que ça a été utile pour vous. Et on se donne rendez-vous pour les éléments qui vont venir par la suite.